la raison pour laquelle les gens travaillent pour toi, la raison pour laquelle ils sont engagés et qu'ils ont envie de participer à tes projets et de les accélérer, etc. C'est pas du tout la raison hiérarchique ou la raison de client à fournisseur. Ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, les gens vont travailler à tes projets parce qu'ils croient en toi. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut que tu trouves les bons qui pour réaliser tes missions, il faut aussi que ces personnes-là te reconnaissent comme un qui important, c'est-à-dire quelqu'un d'important dans leur vie, qui plutôt que comment, c'est le titre très court de cet épisode, pas forcément très court, où je vais te parler aujourd'hui de quelque chose qui a révolutionné ma manière d'avancer sur mes objectifs. Et en fait, qui plutôt que comment, c'est un titre que j'ai piqué à un livre de Hardy et Sullivan. D'ailleurs, leur titre est encore plus court, c'est Who Not How, c'est-à-dire qui mais pas comment. Et j'avoue que j'ai été un peu jaloux quand j'ai vu ce titre-là, parce que je trouve la formule super puissante. Donc je me suis permis de me l'approprier juste le temps de cet épisode. Le livre est pas mal, je l'ai lu, hein, mais c'est surtout, je trouve, le titre qui est très puissant. En tout cas, c'est une formule qui résume parfaitement une bascule que j'ai vécue ces dernières années. Elle a mis ma vitesse d'exécution sous stéroïdes, pourtant sans dopage, et elle a multiplié, je pense, par 10 le nombre de projets que je parviens à concrétiser. Donc je pense que si tu es entrepreneur, manager, ou simplement quelqu'un qui cherche à faire avancer ses projets, cet épisode est pour toi. En échange des déclics que je vais essayer de te susciter pendant cet épisode, je te propose un deal, c'est que si tu as un déclic à me partager dans les mails privés, un déclic qui te serait venu en écoutant cet épisode, eh bien que tu me le partages dans les mails privés. Alors comment on fait pour partager un déclic? Eh bien on s'inscrit au mail privé, il suffit juste de cliquer en descriptif sur le lien qui est là, c'est gratuit. Ça te permettra de recevoir des conseils en management très régulièrement, quasiment tous les jours, et ça permettra aussi que je vois tes mails, c'est-à-dire les mails que tu vas envoyer à mon adresse cédric@outildumanager.com. Donc voilà, le petit deal que je te propose, si t'es OK, c'est de me partager le déclic que tu auras en écoutant ce podcast. Ce podcast, il va se dérouler en 4 parties. Première partie, le secret. Deuxième partie, tu es chef d'entreprise. Troisième partie, tu es manager. Et quatrième partie, la délégation qui plutôt que la délégation comment. Et tu vas voir que tu sois manager ou chef d'entreprise, chacune de ces parties est puissante. Alors, on commence par le secret. Alors le secret, en fait, il n'est pas très compliqué. C'est assez simple. C'est qu'à chaque fois que tu te dis comment je vais faire ça, tu t'arrêtes immédiatement et tu remplaces cette question par qui pourrait faire ça. Ouais, c'est aussi simple que ça. Mais en fait, le secret, il n'est pas dans la formule. Le secret, il est de vraiment s'arrêter quand tu prononces le mot comment, suivi de je vais faire ça, et de sortir un papier et un crayon et de réfléchir différemment. Parce que la première réaction naturelle de notre part, le schéma qui est vraiment ancré chez nous, et c'est normal parce qu'on n'a pas tout de suite été un chef d'entreprise et un manager, c'est le schéma suivant. J'ai un objectif, je fais un plan et j'exécute mon plan. En général, on procède avec ces 3 étapes, mon objectif, mon plan et l'exécution. Et le nouveau réflexe qu'il faut avoir, si tu veux vraiment changer les choses, c'est j'ai un objectif, qui peut le faire? Et je t'assure que ce petit changement-là, à condition vraiment de l'intégrer dans ta manière de faire, ça peut tout changer. C'est ce que je vais te montrer dans les parties suivantes, mais je vais te donner quelques exemples personnels, mais à toi de trouver les tiens. Quand j'ai voulu mieux gérer mon patrimoine, par exemple, j'ai arrêté de chercher comment faire un montage fiscal ou économique parfait. J'ai juste cherché quelqu'un qui pourrait m'accompagner dans cette réflexion. Et franchement, ça marche 1000 fois mieux de cette manière-là. Je suis loin d'être un spécialiste de la gestion de patrimoine. Je dirais même que, en fait, ça m'intéresse pas tellement. Oui, ça m'intéresse de voir les principes, etc. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'explique ce qu'il fait, parce que pour moi, c'est important. Mais surtout, ça me permet de pas avoir les mains là-dedans, parce que j'ai autre chose à faire de ma vie.
Un autre exemple, que tu connais certainement mieux si tu es un auditeur assidu, quand j'ai voulu mieux animer le ciel, créer le ciel, c'est-à-dire le cercle des intrapreneurs et entrepreneurs libérés, au lieu de chercher à, à animer cette communauté, à créer du contenu régulièrement, etc., j'ai réfléchi à la personne qui pourrait m'aider à le structurer le mieux possible, à l'animer, voire à en superviser l'animation, à le rendre vivant. Et cette personne, évidemment, c'est Adélie, tu la connais si tu écoutes le podcast depuis un moment, et moi, ça me permet de me concentrer sur ce que je fais le mieux. Actuellement, aussi, dernier exemple, je veux développer fortement mes entreprises. Et plutôt que de me dire: «Je vais, améliorer mes process de développement commercial», j'ai décidé de me dire tout simplement: «Qui est le bon profil pour porter ce développement?» et qui sera capable donc, lui ou elle, d'avoir les meilleurs process et je dirais le meilleur planning et la meilleure manière de faire pour développer mes entreprises. Et cette chose-là est en cours au moment où je te parle et c'est passionnant de rencontrer des candidats qui vont être là pour développer mes entreprises de la manière dont je l'ai décidé, en respectant mes valeurs et surtout en respectant mes collaborateurs. C'est beaucoup plus intéressant. Et donc, tu vois, à chaque fois, dans chaque exemple que je t'ai cité, ce qui a accéléré les choses, c'est le basculement, c'est le moment où j'ai arrêté de me dire mais comment on va faire et où je me suis dit mais qui pourrait le faire? Voilà le secret. Le secret, c'est simplement ça. Donc tu vois, c'est simple. En tout cas, c'est simple sur le papier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement si tu es chef d'entreprise? Là, on arrive sur la deuxième partie. Eh bien, si tu es chef d'entreprise, cette formule peut devenir ta meilleure alliée. Elle doit, je dirais même, devenir ta meilleure alliée. En fait, quand on pense à un chef d'entreprise, en général, on voit le chef d'entreprise comme un homme d'action, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de passer à l'action, qui est capable de passer de ses rêves à leur exécution. Et c'est en général des gens qui sont forts en créativité, qui sont forts pour regarder ce qui manque dans la société, ou qui ont un projet fondamental. Et ce qui les différencie peut-être d'un artiste ou d'un écrivain ou de quelqu'un qui pourrait décrire ces choses-là, eh bien, c'est leur capacité à passer à l'action. Mais souvent, là où on se trompe, c'est que le job d'un chef d'entreprise, c'est pas de faire. Son job, c'est vraiment de faire advenir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vraiment une évolution qui est importante. Une fois que tu commences à avoir une équipe, une fois que tu commences à avoir un projet qui est mûr et que tu as vraiment envie de pousser, c'est de passer du faire au faire advenir. C'est-à-dire de plus être celui ou celle qui agit, mais de devenir un professionnel du passage à l'action, qui n'est pas tout à fait la même chose. Un professionnel du passage à l'action, il va regarder la manière la plus efficace et la plus rapide pour que ses rêves deviennent réalité. Et donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il doit être dans toutes les étapes opérationnelles, voire dans aucune des étapes opérationnelles. Et donc, ton job, si tu es chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que les autres puissent agir vite, bien et dans la bonne direction. Et donc, la première chose que je voudrais que tu retiennes, et j'espère que ça sera un de tes déclics, c'est qu'on augmente son efficacité personnelle ou notre auto-expansion, c'est comme ça que je pourrais le dire, en créant de nouvelles relations plutôt qu'en s'organisant ou en développant notre expertise. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le développement des compétences, ou le développement de l'organisation personnelle, ou le développement de la productivité n'est plus suffisant. Et ce qui va battre cette manière de progresser, de faire avancer les choses, que tes rêves deviennent la réalité, de faire en sorte que tes rêves deviennent la réalité, eh bien, ça va être de créer des nouvelles relations. C'est-à-dire de créer des nouvelles relations en dehors de ton entreprise ou à l'intérieur de ton entreprise. Et donc, pour ça, évidemment, ce qui va être crucial, c'est ton réseau. C'est-à-dire que on pourrait imaginer une courbe de progression en termes d'efficacité personnelle ou d'auto-expansion. Si je mets donc l'efficacité personnelle sur un axe
vertical et que je mets le temps sur un axe horizontal, eh bien, plus tu vas avancer dans le temps et dans ta carrière de chef d'entreprise, plus tes relations vont être importantes et moins tes compétences vont être importantes. Ou plutôt, ton expertise va être importante. Pourquoi? Parce que tes relations vont te permettre, eh bien, de bénéficier des compétences des autres. Évidemment, pour ça, il faut que tu aies développé des compétences qui sont hyper importantes pour un chef d'entreprise ou pour un manager. Eh bien, c'est celle de manager ses relations, c'est celle de créer ce réseau et de faire en sorte que ces personnes, eh bien, contribuent à tes projets. Et évidemment, la première chose pour contribuer à tes projets, c'est de sélectionner les bonnes personnes. Donc, le réseau, c'est quoi? Ce sont tes confrères, tes partenaires, tes conseillers, tes amis, tes collaborateurs, etc. Et en fait, ce qui est vachement important ici, c'est le facteur vitesse. En fait, le facteur vitesse, c'est ce qui va faire la différence entre celui qui avance et celui qui s'enlise. Le facteur vitesse, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans notre monde, et parce qu'il y a vraiment une prime à celui qui fait les choses en premier et plus rapidement, plus efficacement donc que les autres. Ça te permet, par exemple, de prendre un avantage sur ta concurrence, un avantage concurrentiel. Ça te permet d'éviter la démotivation qui est très délétère chez les chefs d'entreprise liée à un projet qui s'enlise. On est des gens qui ont envie de voir du concret se passer. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on fait l'erreur de passer à l'action plutôt que de choisir la bonne personne qui va passer à l'action. Or, pour un chef d'entreprise, en termes de motivation, il n'y a rien de pire qu'un projet qui s'enlise. Donc, il faut que tu évites de faire quelque chose dont tu n'es pas le spécialiste. Ça n'empêche pas que tu puisses en profiter pour apprendre. En fait, ce dont tu as envie, et c'est là où je veux en venir, c'est que ça passe vite à l'action parce que la personne que tu vas engager dans ce projet, eh bien, c'est une personne qui est spécialiste de la chose. Et donc, plutôt que de te voir avec un grand enthousiasme qui va s'effondrer dès que tu vas devoir faire la première ou la troisième ou la quatrième étape de ton processus, eh bien, au lieu de ça, tu vas avoir une personne qui va immédiatement se mettre en route et immédiatement te donner des informations sur la progression de la chose que tu as décidée. Et comme c'est un spécialiste, eh bien, tu vas voir que ça va avancer vite. Et évidemment, il faut que tu choisisses très bien ce spécialiste. Il faut que ce soit quelqu'un qui te tienne informé des projets, qui soit bon d'abord, évidemment, qui te tienne informé des projets et qui en profite aussi pour t'intéresser à la manière dont il fait les choses, parce que c'est aussi une source d'intérêt pour toi et une source d'apprentissage. Il y a une autre phrase qui est importante aussi dans cet esprit, c'est « il n'y a pas de problème que l'argent puisse résoudre ». En fait, ta capacité à mettre en œuvre un budget, à quoi ça va te servir? Ça va te servir à aller plus vite. En fait, ça va te permettre d'acheter de la vitesse. Au début, on n'a pas d'argent, on n'a pas de réseau, et ben donc on fait les choses soi-même, et donc ça va moins vite et c'est moins efficace. Dès que tu as une capacité à investir dans tes projets, ça va aller beaucoup plus vite. Donc oui, le facteur vitesse, eh bien, c'est l'argent et la capacité à trouver le bon expert. Et là, je voudrais dire un truc important parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui me disent « bah oui, mais de l'argent, j'en ai pas tellement ». En fait, c'est pas tellement l'argent que ça va te coûter qu'il faut que tu regardes, c'est l'argent que tu vas gagner. Et donc, une piste de réflexion, c'est comment rémunérer, par exemple, la personne que tu vas inciter à t'aider dans tes projets sur ce qui va être gagné par le projet plutôt que ce que va coûter le projet. Ça permet de t'assurer que cette personne est dans le bateau avec toi, puisque, eh bien, selon sa réussite ou sa non-réussite, il y aura plus ou moins d'argent pour elle à gagner. Donc, vraiment, l'autre phrase importante, c'est pas combien ça va coûter, c'est combien ça va rapporter. Ensuite, il y a un point d'attention sur lequel je voudrais t'attirer parce que c'est un truc qui n'a pas été évident pour moi tout de suite. C'est que au fur et à mesure qu'on avance dans notre carrière, eh bien, on se constitue effectivement un réseau de partenaires, un réseau, par exemple, de conseillers, un réseau de consultants, de gens qui nous aident à avancer. Et puis, à un moment, on se dit, bah, c'est bien, j'ai mon réseau. Et là, souvent, l'erreur, c'est de rester toujours sur le même réseau. En fait, ton réseau, il doit être vivant,
il doit être renouvelé, il doit être nettoyé régulièrement. Tu peux avoir des partenaires que tu adores, mais qui soient pas forcément ceux qui sont adaptés aujourd'hui à ton nouveau projet. Je donne un exemple. J'ai un ami consultant que je connais depuis très longtemps, qui est un expert dans son domaine, qui est fidèle, qui est vraiment brillant, mais ce qui est très important que je comprenne à propos de cet ami, c'est que son tempérament, c'est un tempérament que j'appelle un tempérament de consolidation. C'est-à-dire qu'il est beaucoup dans la sécurité, dans le faire prospérer ce qu'on a déjà, et donc il est parfait pour stabiliser les choses, pour les sécuriser, mais c'est pas le bon cheval, entre guillemets, pour foncer. Et donc, dans les périodes où je vais devoir accélérer, ou pour les projets sur lesquels, en fait, il faut vraiment faire du développement avec un petit peu de risque, etc., eh bien, cet ami-là, il n'est pas adapté. Il deviendrait un frein. Et donc, je prends une autre personne qui sera plus adaptée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bon qui, mais pour la bonne mission. Voilà pour la partie chef d'entreprise. Pour résumer, ce que je voudrais dire, c'est que quand tu fais toi-même, en fait, tu te détournes de ta mission. Évidemment, au début, quand on est tout seul et qu'on développe, notre mission, on la fait soi-même. Mais dès que tu le peux, il faut comprendre que quand tu fais toi-même, tu te détournes de ta mission, parce que si tu es un chef d'entreprise, tu ne fais plus, tu fais advenir sans te détourner de la mission. Ça te permet d'aller plus vite, ça te permet d'être plus efficace. Et donc, c'est vachement important que tu te libères du comment en engageant les bons qui. Et quand je dis engagés, c'est pas forcément des salariés. Ça peut être des freelances, je vais y venir quand je vais parler du rôle de management. Ça peut être des conseillers, etc., etc. C'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite à tes objectifs. Si tu veux creuser ce point, ce que je te propose de faire, tu en auras le temps si t'es pas dans ta voiture en train de m'écouter, c'est de prendre un papier et un crayon et de juste imaginer maintenant toutes les idées que tu remets à plus tard parce que tu n'as pas le temps. Et tu vas aller soumettre ces idées à la question du qui. C'est quelque chose que j'ai fait il y a pas longtemps. D'ailleurs, les 3 exemples que je t'ai donnés, ils correspondent, ce sont des exemples qui sont tirés de cette question que je me pose régulièrement. Par exemple, là j'avais pris mon carnet et je m'étais noté, tu sais que j'écris régulièrement et je me fixe des objectifs régulièrement. Je me suis dit, si qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe à mon niveau dans les 90 jours à venir. Et j'ai commencé à faire une liste sans me dire « mais non, mais c'est pas possible, je mets beaucoup trop de choses dans cette liste ». C'est l'erreur à pas faire quand on adopte la mentalité du qui et pas du comment. Et donc, j'ai regardé cette liste qui était assez importante et je me suis rendu compte que si je trouvais les bonnes personnes pour le faire, c'était tout à fait faisable pour dans les 90 jours. Les 3 exemples que je t'ai donnés font partie de cette liste, mais il y a beaucoup plus de choses que j'ai pu réaliser ou que je suis en phase de réaliser dans les 90 jours, simplement parce que j'ai trouvé les bonnes personnes pour les faire à ma place. Ok, ça c'était pour la partie chef d'entreprise. Maintenant, je vais parler plus spécifiquement aux managers. Évidemment, c'est la 3e partie, donc quand on est manager et que je commence à parler du qui, eh bien les managers qui m'écoutent se sont tout de suite dit « Ah, je vais recruter des gens. » Et pourquoi pas? Mais je voudrais te partager quelque chose à propos du recrutement. En fait, la question, c'est pas forcément qui manque dans mon équipe, c'est aussi est-ce que mon qui, celui dont j'ai besoin, n'est pas déjà dans mon équipe, sauf qu'il est juste occupé à autre chose. Et là, je vais te partager un secret dont on parle dans la formation recruteur d'élite, qui est, par exemple, je vais te donner un exemple, ce sera plus concret. Imaginons, tu as décidé de recruter un responsable administration des ventes parce que tu t'es rendu compte que tu pouvais plus gérer en direct l'ensemble des personnes qui sont à l'ADV. Et donc, immédiatement, tu t'es mis en quête d'un cadre expérimenté. Tu as contacté une agence de recrutement pour exposer ton projet. Et évidemment, ils t'ont proposé, oui, donc notre forfait pour recruter donc ce genre de profil, eh bien c'est autant, et donc on va vous trouver quelqu'un de solide. Alors évidemment, c'est un peu cher, mais on va
on va vous trouver cette personne, etc., etc. Moi, je conseille de faire autrement. C'est ce que j'explique dans le début de la formation RDE, c'est de commencer par expliquer déjà le projet à l'équipe, c'est-à-dire de dire à l'équipe, la prendre en confiance et lui dire, voilà, je vais plus pouvoir vous gérer de manière directe, et donc je vais mettre quelqu'un pour vous manager, et c'est avec cette personne que j'aurai mes relations quotidiennes. Évidemment, on pourra toujours se parler régulièrement, mais voilà, je vais avoir besoin de déléguer le management, votre management. Et puis, évidemment, dans ton équipe, tu laisses un petit peu les gens discuter, etc., etc. Et puis, tu te poses aussi la question si dans l'équipe, il n'y aurait pas une personne qui serait éventuellement qualifiée ou qui pourrait devenir qualifiée pour devenir cette personne responsable. Soit tu te poses la question à toi, soit la personne va venir naturellement te voir, ou soit les autres vont dire, bah, pourquoi c'est pas machin qui pourrait faire ça, Julie, etc., etc. Et en fait, souvent, quand tu poses la question de cette manière-là, eh bien, la réponse est oui. C'est juste que la personne n'a pas le temps de le faire et qu'elle n'est pas forcément formée pour le faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'aller voir tout de suite les ressources humaines ou d'aller voir tout de suite le cabinet de recrutement, tu vas réfléchir avec tes collaborateurs pour savoir si l'embauche est la meilleure solution. Et très souvent, quand on fait ça, eh bien, au lieu de recruter un responsable, on va plutôt recruter une ADV junior qui va être moins chère, qui va être plus simple à intégrer. On aura moins de risques sur ce poste, puisque c'est quelqu'un qui sera parmi les ADV, donc dont l'éventuelle défaillance pourrait être compensée par les autres, et tu vas promouvoir ton collaborateur expérimenté à ce poste. Et donc le résultat, c'est que tu vas avoir quelqu'un de beaucoup plus motivé, qui va avoir de la reconnaissance pour ce qui se passe, et tu vas augmenter ton taux de rétention. C'est ça que j'appelle le qui intelligent, qui est de construire la suite à partir de ta situation actuelle. Voilà le premier point important si tu penses à un recrutement, quand tu fais ta liste de projets qui pourraient avancer plus vite si tu avais les bonnes personnes. Ça, c'est la partie fun. Maintenant, je vais te challenger sur une question qui fait peur et qu'il faut quand même faire régulièrement avec ton équipe. C'est prendre tous tes collaborateurs, ceux que tu as en direct, et te poser la question, mais de manière vraiment réelle, que si tu devais réembaucher toute ton équipe, est-ce que tu réembaucherais les mêmes personnes? C'est vraiment, alors je sais que c'est une question qui peut être assez déstabilisante. Elle est vraiment importante parce que si la réponse est non, pour une ou deux personnes ou pour toutes les personnes, c'est qu'il y a vraiment un désordre dans ton équipe entre le quoi et le qui. Ça veut dire que la mission a évolué, le contexte a évolué, ou il y a quelque chose qui a évolué, mais pas ton équipe. Et donc, tu es en danger. Et donc, le but, c'est pas forcément de remplacer les gens, mais le but, c'est de comprendre ce qui manque à chacun pour qu'il soit de nouveau à la hauteur du défi actuel. Voilà, c'est une question que je te engage à poser régulièrement, qui va te permettre d'être certain que tu as les bons qui dans ton équipe. Ensuite, si tu as un manque, c'est pas forcément au recrutement qu'il faut penser. Moi, de plus en plus, je travaille avec des freelances. Pourquoi? Parce que les freelances sont en général les bons, fantastiques pour te faire franchir une étape technique ou créative très vite. Le problème des freelances, c'est que tu auras beaucoup plus de mal à obtenir l'engagement et la rétention que tu recherches, puisqu'ils ont choisi cette manière de travailler, c'est qu'ils n'ont pas envie de s'engager pour une entreprise en particulier. Donc, les freelances, c'est super pour te faire franchir une étape. D'ailleurs, j'englobe dans la catégorie freelance les conseillers, les consultants, ce dont je parlais dans la partie juste avant. Un autre avantage du freelance, c'est que même si c'est une diva, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement bon dans son domaine, mais très difficile à manager, à contrôler, etc., bah, c'est pas grave, parce que c'est une personne qui reste à l'extérieur
de ton équipe et de ton entreprise. J'ai fait des podcasts là-dessus. Si tu veux savoir ce que c'est qu'une diva et ce qu'il faut faire quand on a une diva dans son équipe, eh bien, je te renvoie au podcast. Il suffit que tu fasses une recherche outils du manager.com et tu mets le mot diva et tu accéderas au podcast, à l'épisode où je parle de ça. Mais en gros, ce que je dis, c'est qu'une diva, c'est des choses les pires qui puissent arriver à ton équipe. Et donc, si tu as une diva à avoir, c'est-à-dire quelqu'un de très très bon, mais pas forcément quelqu'un que tu aimerais manager, la bonne formule, c'est de le prendre en freelance. Les embauches, c'est vraiment pour les gens pour qui tu veux qu'il y ait de la pérennité, parce que ça va être un apport dans ta culture d'entreprise et que tu es sûr que derrière, c'est quelqu'un qui va évoluer, etc., etc. Dernier point, mais alors point absolument critique si tu veux que ce raisonnement du qui plutôt que du comment fonctionne, eh bien, c'est de comprendre vraiment quelque chose qui est crucial en management, que tu sois chef d'entreprise ou manager d'ailleurs. C'est vraiment important parce que c'est une évolution assez récente. Je pense que ça a toujours existé, mais ça devient de plus en plus crucial qu'on comprenne ça quand on fait du management. C'est que tes collaborateurs, et d'ailleurs aussi tes freelances et même tes conseillers, ils ne travaillent pas pour toi parce qu'ils sont en dessous de toi. C'est vraiment important de comprendre ça. La raison pour laquelle les gens travaillent pour toi, la raison pour laquelle ils sont engagés et qu'ils ont envie de participer à tes projets et de les accélérer, etc., c'est pas du tout la raison hiérarchique ou la raison de client à fournisseur. Ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, les gens vont travailler à tes projets parce qu'ils croient en toi. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut que tu trouves les bons qui pour réaliser tes missions, il faut aussi que ces personnes-là te reconnaissent comme un qui important, c'est-à-dire quelqu'un d'important dans leur vie. C'est-à-dire que il faut que tu comprennes que les gens vont adhérer à ce que tu fais et vont être engagés dans ce que tu fais parce que tu deviens la personne qui leur permet de réaliser une mission, qui les développe et qui les épanouit. Les gens aujourd'hui, ils ont plein de moyens d'éviter de travailler pour toi si il n'y a qu'une relation de pouvoir, de force, et tu gagneras jamais cette bataille. Donc, il faut vraiment que tu réalises, quand je te dis qui plutôt que comment, il y a cette dimension-là. Toi aussi, tu dois être quelqu'un dans lequel les gens croient, dans lequel les gens qui travaillent pour toi croient. Et ça va aussi jusqu'aux conseillers, aux consultants. Il faut qu'ils aient envie de travailler pour toi parce que ton projet, ta personnalité, la mission que tu leur donnes les intéresse et les développe personnellement, ça les épanouit aussi. Voilà pour la partie manager, mais pas tout à fait, parce que la quatrième partie, qui s'appelle la délégation qui plutôt que la délégation comment, elle est super importante. Je l'ai isolée parce que ça justifie vraiment une partie à part. Quand tu passes du comment au qui, en fait, tu touches à l'un des leviers les plus puissants de ton entreprise, qui est la délégation. Évidemment, quand on parle des salariés qui sont dans la boîte. Parce que la délégation, c'est vraiment ce qui fait grandir ton entreprise plus sûrement que tout le reste. Je veux dire, le fondement, la raison d'une entreprise, c'est la délégation. Sinon, on serait tous chacun dans nos coins à travailler sans coordination. Et donc, cette délégation, c'est ce qui va transformer un ensemble d'individus en une organisation cohérente et forte. En fait, sans délégation, il n'y a pas d'entreprise, c'est ce que je disais. Là aussi, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ont changé et que tu vas devoir passer de la délégation comment à la délégation qui. Alors, c'est quoi la délégation comment, d'abord? Eh bien, c'est la délégation qu'on fait à chaque fois qu'on délègue une tâche. D'ailleurs, c'est marrant, mais ce mot-là, c'est quand même pas un mot super excitant. En général, une tâche, c'est le truc qui nous embête, c'est le truc dont on a envie de se débarrasser, et pourtant, c'est le truc qu'on demande à nos collaborateurs de faire à notre place. J'ai pas envie de faire cette tâche, j'aimerais bien que ce soit toi, comme ça je pourrais faire autre chose de plus intéressant. Bref, quand tu délègues sur le mode comment, en fait, tu te débarrasses d'un fardeau et tu considères ton collaborateur comme un exécutant lambda,
Et ton job, en plus, il est pas très marrant non plus parce que ça va être de contrôler qu'il fasse tout bien comme toi. Et donc, tu vas devoir fliquer ton collaborateur, ce qui est quand même assez frustrant à la fois pour toi et pour lui. Réellement, ce mode de délégation sur le mode du comment, c'est-à-dire je donne à mon collaborateur une tâche qu'il va devoir exécuter exactement de la manière que j'attends. Le comment, c'est de dire petit 1, tu fais ça, puis ensuite tu fais ça, puis ensuite tu fais ça, etc. Ça motive personne. Et en plus, ça va augmenter ton risque de turnover dans ton équipe. Les gens vont se barrer parce que ils ne seront que des exécutants de tâches. Qui a envie de passer 8 heures, 7 heures de son temps par jour, c'est-à-dire la majeure partie de son temps, à exécuter des tâches? Personne. S'il pouvait l'éviter, il ferait autre chose ou il ferait rien du tout. Et en général, c'est ce qu'ils font quand on leur délègue de cette manière-là. Donc, je t'ai décrit de la manière la plus, je dirais, résumée possible, la délégation du comment. Maintenant, je vais te décrire la délégation du qui. Alors, autant dans le comment tu délègues une tâche, autant dans le qui tu délègues une mission et un résultat. Et ça, c'est vachement plus valorisant. Alors, tu te dis peut-être, non, mais c'est la même chose, sauf qu'on met pas les mêmes mots. Non, 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 non. Je vais te donner juste après les bases de ce que c'est qu'une mission et un résultat. Tu verras que c'est assez différent d'une tâche. Quand tu délègues selon le qui, tu donnes une preuve de confiance à ton collaborateur, parce que plutôt que te dire comment je pourrais faire exécuter cette tâche par quelqu'un d'autre, tu t'es dit en qui j'ai le plus confiance, donc en qui j'ai le plus confiance pour prendre cette mission. Ça veut dire que quand tu vas voir ton collaborateur ou ta collaboratrice, tu lui dis je te fais confiance, puisque je t'ai choisi toi. C'est le principe du qui. Et du coup, tu donnes l'opportunité à ton collaborateur de devenir un héros. Alors, je sais que c'est un mot, quelquefois, qui dit un héros, faut pas charrier, on lui demande juste de nettoyer les locaux. Non, 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 non. Je vais te donner une anecdote juste après. Non, non, vraiment un héros, c'est-à-dire une personne qui va être capable de faire quelque chose qu'elle seule est capable de faire aussi bien, mieux que toi quand tu le faisais. Et toi, tu vas regarder qu'une seule chose, le résultat, pas la manière dont elle le fait, le résultat. C'est ça qui va être le plus important. Et du coup, ça va être beaucoup plus motivant, à la fois pour toi et à la fois pour la personne. Pour la personne, parce qu'elle va se dire « je suis important, j'ai une mission, je suis un héros ». C'est quand même plus sympa que de te dire « je suis un rouage lambda qui est chargé d'exécuter des tâches ». Et pour toi aussi, parce que au lieu de fliquer la personne, tu vas simplement lui laisser te raconter à quel point elle a réussi la mission que tu lui as confiée. Et donc ça va augmenter ton taux de rétention, alors que la délégation via le comment fait augmenter ton taux de turnover. La rétention, c'est le nombre de personnes qui restent dans ton entreprise. Le turnover, c'est le nombre de personnes qui quittent ton entreprise ou ton équipe. L'anecdote dont je te parlais, c'est peut-être une anecdote que tu connais. C'est Kennedy qui visite la NASA et il tombe sur un balayeur, donc avec la salopette, etc., NASA, et qui est donc en train de balayer. Il lui demande qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre mission? Apparemment, selon l'anecdote, le balayeur lui a répondu « Je travaille à envoyer un homme sur la Lune ». Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne anecdote pour résumer le principe de la délégation selon le qui. L'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on participe à une mission. Et aujourd'hui, franchement, je suis maintenant radical sur la délégation, quels que soient les échelons de l'entreprise. Mon truc, le conseil que je te donne, et qui est vraiment un conseil important, et à réfléchir à chaque fois que tu veux faire une délégation, c'est de te dire, ne délègue jamais une tâche à quelqu'un, délègue-lui toujours une mission. Donc, je te disais, une mission, c'est quoi? Eh bien, c'est un résultat avec un standard de qualité, et il faut que tu passes du temps à définir ce qui est important, c'est-à-dire à définir ce qui est important dans la mission, dans le résultat qu'on veut obtenir, plutôt que de la manière d'obtenir le résultat. Toi, tu dois donner un résultat à atteindre avec un standard de qualité. Je te donne un exemple lambda. Je veux un chiffre d'affaires de 100 000
euros avec 35% de marge et il faut que ça arrive dans les 3 prochains mois et j'aimerais que ce soit sur la gamme de machines bidule. Et tu laisses à ton collaborateur la responsabilité complète d'y arriver, voire la liberté de venir vers toi en disant bah moi, boss, je pense que je peux faire ça, mais pas avec les machines lambda, plutôt avec les machines bidules et ce genre de choses-là. C'est la première chose qui est importante, c'est que la première question que tu dois te poser, c'est qui est capable de faire ça? C'est la délégation selon le qui. Et ensuite de définir non pas une procédure, un processus, un moyen, mais une mission, un résultat. Et donc, ça veut dire que tu donnes le plus de responsabilités possible à la personne et que tu évites de morceler tes processus. Pourquoi je dis ça? Pour obtenir un résultat, très souvent, on s'est dit, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est simplifier les tâches et que chacun fasse une tâche. Comme ça, ce sera moins dur pour le salarié, mais en fait, c'est surtout moins motivant pour le salarié. Alors que si le salarié a une tâche, ou plutôt un processus dont il maîtrise le début jusqu'à la fin, il va être encore plus motivé. Et si en plus il est libre de la manière dont il va réussir à obtenir les résultats, il sera encore plus motivé parce qu'on va faire appel à ce qui est le plus intéressant chez lui ou chez elle, c'est-à-dire son intelligence et sa créativité. Donc, quand tu veux déléguer selon le qui, tu donnes le moins de détails possible sur comment tu faisais et tu donnes le plus de détails possible sur ce que tu veux exactement, pourquoi tu le veux et dans quel délai. L'autre principe super important, c'est on apprend en corrigeant ses erreurs. Ça veut dire que tu pars du principe que la personne va faire des erreurs et donc l'idée c'est que comme elle va faire des erreurs, elle va devoir les réparer elle-même et du coup c'est ça qui va lui faire apprendre le processus. Encore un conseil, ne compare jamais la performance de ton collaborateur maintenant à ton niveau maintenant. Il faut plutôt que tu compares la performance de ton collaborateur à ta performance quand tu as démarré avec cette mission il y a 5 ans. Aujourd'hui, tu as 5 ans d'expérience, tu es certainement extrêmement efficace. Donc, ton objectif, c'est pas de lui dire, tu vois, moi je le fais comme ça et j'ai ce résultat. Non, non, non. Ton idée, c'est de dire, en fait, je voudrais que tu arrives à mon niveau, mais beaucoup plus vite que les 5 ans que moi j'ai mis pour le faire, et même que tu me dépasses. Et évidemment, pour faire tout ça, il faut que tu aies une méthode, il faut que tu aies un suivi. C'est ce qu'on apprend dans l'école des managers, notre école à l'heure où j'enregistre, qui n'existe pas encore, mais qui est bien sur les rails. Peut-être que quand je vais te diffuser cet épisode, elle existera, on verra. Et donc, là, on va vraiment apprendre à définir clairement le résultat et à suivre intelligemment pour que ça se fasse le mieux possible, le plus qualitativement possible, avec le moins de risques possible, mais que ça se fasse rapidement. Et donc, ton job, ça va être plus du tout être un rôle de contrôle, de flicage, mais vraiment un job d'accompagnement. Et ensuite, tu vas valoriser tes héros en écoutant et en diffusant leurs histoires de réussite. Je sais que ça paraît inatteignable, peut-être prétentieux, etc. Pas du tout. C'est juste un état d'esprit qu'il faut avoir à chaque fois qu'on a des projets. On arrive au bout de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Et donc, en conclusion, ce que je voudrais te dire, c'est que ce petit secret, du qui plutôt que du comment, il a le potentiel de mettre ta croissance, ton développement sous stéroïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller plus vite, réaliser plus de projets en moins de temps. Ça peut vraiment révolutionner la vitesse d'exécution de tes rêves les plus fous. Ça va te permettre de rechercher les meilleurs chez tes collaborateurs ou le meilleur d'eux ou en dehors de tes collaborateurs dans ton réseau. Donc ça va te faire rencontrer des gens intéressants et ça va révolutionner ta manière de déléguer, de faire exploser la rétention de ton équipe et son exécution. Et donc, ce que je voudrais que tu fasses maintenant, c'est que tu prennes quelques minutes pour réfléchir à ce que ça signifierait pour toi, plutôt que de procrastiner, de te sentir frustré par un processus lent et long dans lequel tu n'es pas expert, ce que ça signifierait si tu trouvais la bonne personne, que ça démarrait tout de suite et que très vite tu avais des nouvelles, des progrès réalisés. Moi, j'adore imaginer ça
mais j'aime encore mieux le mettre à exécution. Je te souhaite une très bonne semaine et j'attends de tes nouvelles, mes mails privés. À bientôt. Ciao.